Et si, pour démêler des situations conflictuelles, on tentait la méthode et le discernement? Et si, pour ce faire, les recherches en négociation et en médiation pouvaient aider les responsables diversité et inclusion? Tel est l'esprit dans lequel l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et l'ADRIPS, l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale, ont organisé une journée d'études le 9 décembre 2024 en présence d'une centaine de professionnels de la diversité et inclusion et de chercheurs et chercheuses en psychologie sociale venus de France, Suisse, Belgique et États-Unis. À cette occasion, nous en avons enregistré 6 et leur avons soumis quelques témoignages de terrain. Pour ouvrir la discussion, Claudia Thomas, qui enseigne la psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles, explique en quoi les théories de la négociation peuvent être utiles aux responsables diversité et inclusion et comment, en matière de lutte contre les discriminations, les changements de comportement commencent par un travail sur les représentations. Effectivement, je pense que être manager de la diversité, c'est un métier complexe pour lequel il faut savoir gérer des individus avant tout, des émotions, des comportements, des conflits, des relations entre les groupes. Donc c'est très très vaste comme question. Je dirais, je choisirais un thème qui sont notamment les relations entre les groupes, puisque les questions de diversité, les politiques de diversité visent finalement à rendre les personnes conscientes d'un certain déséquilibre dans la société, que tous les groupes ne sont pas sur le même niveau, n'ont pas toujours le même statut social. Et donc, quelque part, les politiques de diversité essayent de prendre les choses au cœur en commençant avec les stéréotypes, en se disant oui, nous avons des stéréotypes sur les autres groupes, nous appartenons à deux groupes, donc ces stéréotypes vont forger notre manière de voir le monde. Cela n'est pas un problème en soi. Ça devient problématique lorsque ces stéréotypes vont alimenter des préjugés. Donc la différence étant qu'un stéréotype, c'est une représentation. Donc voilà, les Belges aiment les frites, les Suisses aiment beaucoup le chocolat au lait, alors que les Belges aiment le chocolat noir. Voilà. Donc ce sont des représentations de l'autre groupe. Mais le préjugé, c'est lorsque j'utilise ces stéréotypes pour avoir une préférence ou pour haïr certains groupes en raison de leurs caractéristiques. Et effectivement, ces préjugés deviennent encore plus problématiques lorsqu'ils alimentent des comportements comme la discrimination. Donc déjà, les managers de la diversité ont comme vocation de comprendre ce fonctionnement-là entre une cognition qui se transforme en émotion et une émotion en comportement, et comment finalement développer des politiques de diversité qui adressent ces questions-là, pour que les gens, effectivement, lorsqu'on appartient à un groupe, l'être humain est éminemment égocentrique, donc on connaît notre propre terreau, notre propre culture, on a un peu ce sentiment que nous sommes un peu supérieurs, donc voilà, ça a des vertus psychologiques pour garder l'estime de soi, mais dans un milieu où la diversité est présente, il faut se rendre compte que nous ne sommes pas toujours les meilleurs, qu'il y a d'autres perspectives, qu'il y a d'autres cultures avec d'autres richesses, donc le manager de la diversité a comme mission complexe de rendre les gens conscients de la richesse de cette différence, des préjugés qu'ils auraient peut-être acquis dans l'éducation, dans l'interaction avec d'autres personnes de leur propre groupe, et puis comment rendre les gens vigilants à la discrimination. Et donc, puisque l'organisation doit se porter garante d'une structure où la discrimination n'est pas tolérable. Parce que on entend parfois des études en psychologie sociale qui vont par exemple nous dire, je sais pas, que les enfants, quand ils ont le choix entre deux assiettes de petits pois, mangent 40% de plus de petits pois que quand on leur donne qu'une seule assiette. Et il pourrait y avoir une tendance à prendre ce genre de connaissances de la psychologie sociale pour des acquis, des leviers, voire quasi des manipulations pour arriver à orienter la préférence des enfants ou en l'occurrence de collaboratrices et collaborateurs pour ce qui est des managers. Est-ce qu'il peut y avoir de mauvais usages des connaissances en psychologie sociale dans le cadre de l'entreprise ? Je l'espère pas. C'est sûr que moi, le terme manipulation...
on essaye de l'expliquer ce que ça veut dire. C'est qu'on a l'impression d'être entouré par des situations de manipulation, mais en réalité, on est entouré des situations d'influence sociale. L'influence sociale, elle est inévitable, en fait. Du moment où on appartient à des groupes, et voilà, l'être humain est un animal social, bah, on a envie d'avoir des identités positives, on se laisse influencer. Donc, est-ce qu'on peut utiliser la psychologie sociale pour influencer les gens à réaliser un certain comportement? Oui, en fait, ça dépend à quel but on le fait. Si c'est pour rendre les gens, je ne sais pas, plus conscients que certaines d'autres cultures, certaines d'autres musiques sont aussi intéressantes que la nôtre. Si c'est pour rendre les gens à faire un comportement, par exemple, utiliser les blagues sexistes dans les organisations, si c'est à cet objectif-là, oui, pourquoi pas, l'influence sociale peut avoir un rôle. Alors, il y a aussi la question de la délimitation du groupe professionnel par rapport à la société au sens plus large. Pour ce qui est des questions diversité et inclusion, on entend beaucoup que ce sont des clivages sociaux qu'il s'agirait d'apaiser juste à l'échelle de l'entreprise avec ce que ça peut lever d'artificiel. Je suis pas sûre de vous le dire. En fait, on a des problèmes sociétaux dont on va essayer d'apaiser les effets à l'échelle d'une entreprise, tout en comprenant bien que puisque la société est clivée, tout ce qu'on va pouvoir réparer en interne ne restera qu'en interne, quoi. Oui, non, voilà. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Effectivement, la société et ses clivages peuvent avoir un impact sur l'entreprise et que on peut penser que tout ce qu'on arrive à résoudre dans l'entreprise ne sera pas répercuté au niveau sociétal. Moi, je ne crois pas du tout que c'est comme ça que ça marche. En fait, on a deux types d'influences. On parle des influences bottom-up et top-down. Donc, l'organisation a ce qu'on appelle une responsabilité sociétale. Donc, l'organisation est là pour produire, pour innover, mais aussi elle a clairement cette responsabilité de changer des normes, de changer de façon de faire. Et donc, quelque part, tout le monde, nous passons beaucoup de temps dans les organisations, quelles qu'elles soient. Donc, finalement, ce qu'on apprend dans les organisations, ça se répercute sur notre comportement en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que grands-parents. Donc, je pense que, finalement, les modèles organisationnels sont des modèles qui sont très utiles dans la vie de tous les jours, donc, qui peuvent donc, se répercuter de manière positive dans la société. Donc, si je peux prendre un exemple, les questions de diversité et inclusion, elles ne sont pas énormément abordées à l'école, par exemple. Il y a peut-être un peu la question de l'inclusion. Donc, c'est vrai que pour un individu qui se retrouve dans une organisation, ça peut paraître surprenant que tout d'un coup, elle doit apprendre toutes sortes de choses liées aux questions de discrimination, de diversité, des choses auxquelles il n'a pas été sensibilisé auparavant. Et donc, je peux comprendre, ça c'est peut-être une des raisons de la méfiance, de la résistance envers ces politiques, la méconnaissance, l'ignorance de ces problématiques. Mais cette personne qui, dans son organisation, est amenée à réfléchir avec ses collègues sur qu'est-ce que la discrimination, qu'est-ce que le harcèlement, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable, c'est une personne qui rentre à la maison, qui discute avec ses voisins, avec ses amis, donc ses idées se propagent au-delà du cadre organisationnel. Donc d'autant plus si cette politique va prendre un cadre très institutionnalisé, très clairement défini. Ce n'est pas juste une politique qu'on fait lorsqu'on a le temps et que tout va bien. C'est quelque chose qu'on considère le cœur de l'activité. Un petit aspect de plus, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut que les organisations soient orientées vers le développement durable, la question de la diversité est partie intégrante. Une organisation ne pourra jamais être une organisation durable sans que les questions d'inégalité soient adressées. Donc, ça va de pair avec les organisations de demain, en fait, ce qu'on veut développer. On pense facilement les apports des sciences sociales aux professionnels en termes de techniques, d'outils, mais aussi pourquoi pas penser l'inverse, c'est-à-dire est-ce que vous, l'observation du travail des managers de la diversité a déplacé certaines de vos méthodes dans votre travail de recherche ? Oui, complètement. Je trouve que c'est essentiel en tant que chercheur, surtout quand on s'intéresse à ces questions-là, de travailler avec les managers de la diversité, avec des praticiens. Je pense
pour différentes raisons. Des raisons, c'est parfois, voilà, certains, c'est eux qui sont les premiers à savoir quelles sont les problématiques qui nécessitent plus d'investigation empirique. C'est eux qui sont aussi amenés à tester certains des méthodes. C'est eux les premiers. Voilà, j'abordais tout à l'heure la question de quel genre d'action une politique de diversité doit avoir comme action prédominante. C'est eux-mêmes qui le disent, les actions focalisées sur le changement des individus sont moins efficaces, ont moins d'impact que les actions qui sont des actions structurelles. Donc, c'est vraiment un dialogue. Donc, ils nous permettent d'identifier les sujets qui sont importants, ils nous permettent de savoir si certaines de nos méthodes, elles sont efficaces ou pas efficaces. Donc, voilà, je pense que ça nourrit, il y a vraiment un win-win, les deux parties en fait gagnent à travailler ensemble, et puis voilà, eux ils ont aussi des choses à gagner au niveau des méthodes, des outils pour mesurer l'impact, par exemple, quels sont les questionnaires, des échelles utilisées. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment une évidence que ne pas travailler avec les managers de la diversité, on ne peut pas faire une recherche de qualité en fait.